Hans Kelsen définissait l'état de droit comme un système où la puissance publique est limitée par les normes juridiques. En 2025, dans un monde marqué par l'instabilité, cette notion n'est ni un simple concept théorique, ni un acquis sacré. C'est un engagement quotidien pour la démocratie. Nous vivons une époque de défis où les certitudes sont bousculées. Au cœur de nos sociétés, un pilier fondamental, souvent appelé mais parfois mis à mal, demeure l'état de droit. Il n'est pas une abstraction juridique, mais le garant concret de nos libertés et le fondement de notre vivre ensemble. L'état de droit, c'est l'idée que le pouvoir d'ennemi n'est pas absolu, mais soumis au droit, garantissant ainsi la protection de chacun, du plus humble au plus puissant. La conférence sur l'état de droit avec le cabinet Western s'est associée sous ce matin, pendant que plusieurs personnes ne peuvent pas se réunir ce matin, particulièrement les avocats et avocates de Port-au-Prince, de Saint-Marc, de Port-de-Paix, de Mirbalais, pour ne citer que cela. Ce matin, beaucoup se trouvent limités dans leur déplacement. Nous pouvons remarquer que la justice ne fonctionne pas. La Cour de cassation est dysfonctionnelle. Cette grande cour est amputée de membres. Plusieurs juridictions du pays sont quasi fonctionnelles. Nous avons un problème majeur. La cour d'appel des Gonaïves ne fonctionne pas. Il n'y a pas suffisamment d'audience au niveau de cette cour. Les juges et les commissaires ne peuvent pas circuler librement. La cour d'appel des Gonaïves, qui connaît des recours venant de 3 juridictions du pays, à savoir des Gonaïves, de Port-de-Paix et de Saint-Marc, est délabrée et fissurée, et le local de cette cour est trouvé quand nous sommes dans les saisons pluvieuses. Le local de la cour d'appel est comme un arrosoir. La construction qui est en train de réaliser à Mont-Blanc est bloquée depuis plusieurs années et ne répond pas vraiment à la hauteur de cette prestigieuse cour qui connaît des recours venant de 3 grandes juridictions du pays. Chérizard Joseph, honorable maître Marc-Henri Xavier, Moïse, merci, maître Whistler Roméus, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités de protocole respectés. C'est avec une grande exultation pour en Haïti, violence faite aux femmes et les problèmes fonciers en Haïti. Pour moi, Dieu, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout, car nous allons écouter et... Lorsqu'on parle de problèmes fonciers, moi-même, je voudrais parler d'insécurité foncière. Parce que lorsqu'on parle de problème, c'est une difficulté qu'on a et qui mérite d'être résolue pour pouvoir trouver un résultat bien précis. Mais lorsqu'on parle d'insécurité, je peux avoir un problème avec n'importe qui, mais je ne suis pas obligé d'avoir peur pour ma vie, pour ma santé, pour mon intégrité physique ou morale, parce qu'on a des difficultés, les tribunaux sont là pour ça. Ou bien on peut passer par les méthodes alternatives de résolution de conflits, comme on fait maintenant, la négociation, l'arbitrage et autres. Mais lorsqu'on a une insécurité foncière, une insécurité tout court, vous avez peur pour votre vie. Vous êtes face à un danger imminent. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés au niveau foncier, il y a des morts d'hommes, des cas de morts d'hommes, il y a des événements extraordinaires qu'on enregistre. Donc, pour faire une petite entorse à la règle, je dirais de préférence comment résoudre l'insécurité foncière en Haïti
au regard des lois régissant la matière. L'humanité est marquée par une succession de périodes dont les unes sont plus bouillonnantes que les autres. Et chacune de ces périodes incarne des revendications et les revendique des droits et projette une perception de l'homme. C'est de cette dynamique de l'évolution des sociétés humaines qu'a vu le jour en Europe occidentale et particulièrement en Grande-Bretagne une institution connue sous le nom de habeas corpus. Née à la fin du XVIIe siècle, cette institution garantit la liberté individuelle et protège les citoyens contre les abus des pouvoirs publics. L'expression habeas corpus, c'est une expression latine, une locution latine, habeas corpus, qui signifie en français que tu es le corps. Un droit nouveau est né, le droit à la liberté individuelle, un concept universel, et ce droit s'est répandu à partir du VIe siècle dans d'autres pays d'Europe et de l'Amérique. À cette époque, je parle maintenant de la fin du XVIIe siècle, à cette époque, Haïti était encore une colonie, soit française, soit espagnole ou autre. Vous savez très bien que dans notre histoire, nous avons connu plusieurs colonisations. Donc, nous avons dit que le droit nouveau est né, le droit à la liberté individuelle. Mais cependant, nous autres Haïtiens, nous étions encore à ce moment-là une colonie, et que nous avons enrichi notre indépendance au prix du grand sacrifice, au prix du sang. Indépendance célébrée au Naïve le 1er janvier 1804. Notre première constitution haïtienne remonte au 20 mai 1805. De la première constitution haïtienne, celle qui remonte du 20 mai 1805 à celle de 1942, aucune constitution haïtienne n'a consacré un texte ou une disposition concernant le recours en habeas corpus. Donc, après plus de siècle, soit en 1943, pour la première fois en Haïti, la Constitution de 1943 consacra ce nouveau droit, communément appelé droit à la liberté individuelle. C'est-à-dire, pour la première fois en Haïti, on commence à parler de la liberté individuelle à partir de la Constitution de 1943. Mais cependant, la Constitution de 1943, qui a inauguré le concept de la liberté individuelle, n'a pas aménagé, du moins, tout au moins, un mécanisme pouvant permettre aux citoyens victimes dans leur droit de pouvoir, je dirais, introduire une action en justice. C'est-à-dire, il est vrai que la Constitution de 1943 a prévu le recours, n'a pas voulu consacrer le droit, mais si ce droit est violé, la Constitution est muette. Elle n'a pas prévu un mécanisme destiné à la défense de ce droit communément appelé liberté individuelle. Donc, voilà, pour commencer, il y a des concepts qui doivent être clairs pour comprendre la question non seulement de la violence faite aux femmes en Haïti, mais aussi la manière dont les codes, la manière dont l'État haïtien appréhende cette violence faite aux femmes
et les priorités qui ont été données à, je dirais, cette pratique en Haïti. Donc, premièrement, on va regarder, quand on parle de la violence, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Quand on parle de violence, on voit le pouvoir. Quand on parle de violence, surtout sur les femmes, on voit le pouvoir. Mais c'est pas seulement quand on parle de femmes, quand on parle de n'importe qui, quelqu'un qui exerce la violence sur un autre, c'est parce qu'il est plus fort. En créole, c'est parce que bibit il est plus gros bibi, en créole. Donc, la personne peut avoir du pouvoir, ce pouvoir-là peut être un pouvoir physique, ce pouvoir peut être un pouvoir psychologique, ce pouvoir peut être un pouvoir politique, pourquoi pas. Et OMS a décidé que quelqu'un qui fait usage volontaire de la force ou bien du pouvoir, il exerce de la violence sur l'autre. Il y a, par exemple, la sociologie qui, là, le concept de tout à l'heure, l'explication de tout à l'heure fait référence à la santé, Organisation mondiale de la santé. Maintenant, on va regarder au point de vue sociologique, quand on parle de violence, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Eh bien, la violence, c'est l'exercice intentionnel de la force physique, ou bien c'est une violence, ou bien c'est l'exercice d'une violence symbolique qui cause ou menace de causer un préjudice qui peut perturber l'ordre social ou les relations de pouvoir. Donc, une fois que quelqu'un est en position d'exercer une force, d'exercer une menace, mais cette menace-là, ou l'exercice de ce pouvoir est susceptible de, je dirais, est susceptible de, par exemple, déranger l'ordre social. Susceptible de déranger l'ordre social, et bien là, on est dans un paradigme sociologique, et cette compréhension fait référence à, par exemple, Max Weber, à Emile Durkheim, ou bien à Bourdieu, qui sont des sociologues. Maintenant, la violence est considérée par une chercheuse féministe qui s'appelle Marta Dominguez comme un outil de contrôle social. Pour Dominguez, Marta, la violence faite aux femmes, c'est un outil de contrôle social. Donc, cette violence sexiste ou bien cette violence sexuelle, eh bien, elle est liée au pouvoir le pouvoir que les hommes généralement possèdent, exercent sur les femmes pour des raisons vraiment des raisons diverses. Et Marta nous dit que cette violence contribue à la reproduction des hiérarchies sociales et la reproduction des hiérarchies des genres. Donc la violence qui est exercée sur les femmes, c'est une violence qui catégorise les femmes à un rang inférieur. Et là, moi, je ne suis pas ici pour parler de garçons pas de femmes. Vraiment pas. Je ne parler de ça ici. Là, on est dans un contexte académique. On parle académique. On parle d'envoyer monter, pas poser une question sur garçons pas de femmes. On va venir gérer ça ici, aujourd'hui. OK? Donc, la position des hommes par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils représentent dans la société, les place dans une position où les femmes sont au second rang. Honneur et mérite décerné à la braconnière Yodeline Chériza Joseph, en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle dans le domaine éducatif au Gonaïve et votre engagement sans relâche dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Applaudissez la Pour nous sauver nation, pour l'amour pas mourir, sauver nation.